Grand bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est là, venez, venez. Ça, c'est Christelle Akoussa qui approche comme ça. C'est la réalisatrice de cette émission. On est très heureux d'être avec vous ce matin, mesdames et messieurs, en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, le pays d'Houphouët-Boigny, le pays du cacao et du café, qui vous dit bonjour avec sa matinale chaude et belle, avec toutes les vitamines qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, le Père Noël me charge de vous dire qu'il a compris vos messages, il a tout enregistré, qu'il va vous donner de bons cadeaux. Mais attention, parlons de cadeaux. Comment choisir son cadeau? Comment choisir les cadeaux de nos enfants? On se base sur quoi? Sur leurs résultats à l'école, sur la modernité des cadeaux ou sur quoi? En tout cas, ce sera la thématique avec Eunice Teloro, notre spécialiste famille. Moi, j'ai mon cadeau. J'ai déjà un de mes cadeaux. C'est la chance d'avoir vous en train de regarder et celle qui est à côté de moi. Bonjour mon cadeau du matin. Bonjour cher cadeau, juste à droite, et bonjour à vous aussi de nous offrir le cadeau de votre présence chaque matin dès 5h55. Franchement, il faut de l'amour et beaucoup pour voilà, respecter cette donne, ce pacte-là depuis maintenant quelques années. Alors, on en aura encore de cadeaux à partager en famille, justement dans la thématique, la chronique coaching avec notre cher consultant Serge Taïba qui nous donnera les méthodes pour comment développer un esprit d'équipe au sein de la famille. Généralement, c'est en fin d'année, on se soude un peu. Pourtant, il faut que ça se fasse durant tous les 12 mois pour exulter le dernier mois qui est celui de décembre qu'on vit actuellement avec beaucoup de joie et de ferveur. Absolument, joie, ferveur, vous l'avez dit, ma très chère Alix. Pour symboliser vraiment le fait qu'on est toujours ensemble, rien de plus qu'une balade amicale. Regardez cette balade amicale c'est l'image du jour, complicité, vous avez dit complicité. Ils font un osmose et ça fait du bien, ça fait surtout sourire. Quand on sait que c'est le meilleur ami du monde. Oui. On ne peut que vous souhaiter une belle balade gaiement. Le chien ne vous trahira jamais. Eh oui, Tunis nous accueille ce matin dans nos assiettes pour nous parler du chakchoura ou du tchakchouka, voilà, qui est ce mets-là qui se présente ainsi. On voit de la ciboulette, de belles couleurs en tout cas, de belles couleurs. C'est assurément des œufs. Voilà, franchement, c'est un plat patriote. Ça a l'air bon, hein? On a des œufs. On a aussi de la sauce tomate, bien évidemment. On a du piment, des oignons, de la ciboulette, bien épicé. Il est consommé avec du pain. Généralement du pain fait maison. Et donc, voilà. C'est un plat très apprécié dans tous les pays du Maghreb, hein, et puis aussi dans bon nombre de pays du Moyen-Orient. C'est très souvent épicé et puis il est consommé avec du pain. Vous connaissez bien hein, la cuisine orientale, il y a toujours du bon, il y a énormément de vitamines. On démarre tout de suite. Hein. Aucune compagnie africaine ne dispose de A330 Neo, a affirmé Alioune Sarr, ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens. C'est vrai ou c'est faux? Alors, justement, cette affirmation, on va dire qu'à un certain moment, n'était pas juste. Parce qu'il faut savoir que le discours des hommes politiques avec le fact-checking, la vérification des faits, est susceptible donc d'être passé au peigne fin. Et donc, en ce moment, si vous voulez, ce qui a été dit par le ministre justement du Tourisme et des Transports aériens, c'est que le Sénégal était la seule compagnie éventuellement africaine à avoir en fait des A330 Neo qui étaient en fait, si vous voulez, des nouveaux avions plus optimisés donc de Airbus. Alors, il se trouve que Africa Check a vérifié ces assertions, les affirmations du ministre. Il se trouvait en fait que ce n'était pas juste. Alors, le taux de pauvreté a augmenté, passant de 47 à 56% selon Moussa Babou, économiste. Tout à fait. Alors, ça veut dire tout simplement qu'on a la possibilité donc, de voir, par exemple, un économiste, je vais dire, se tromper quelquefois sur des chiffres, qui est même quelquefois une personne de ressources, qui est une personnalité de renom, qui peut se tromper sur des chiffres ou alors dire des choses qui ne sont pas correctes. Et ça a été fact-checké justement par Africa Check, que je salue justement au passage, qui est un éminent, bien sûr, on va dire qu'il est oui, bien sûr, c'est un dispositif de vérification donc, en Afrique. Et cet économiste est un brillant économiste sénégalais, mais il peut se trouver, donc on peut se tromper justement dans le discours public quelquefois qu'on tient. Autre déclaration, celle-là d'un politicien bien de chez nous. Près de 2,3 millions de personnes ont pu bénéficier d'une insertion professionnelle en Côte d'Ivoire sur la période de 2011 à 2015. Et c'est selon le ministre de la Communication, non, le ministre plutôt de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, M. Sidi Touré, qui est actuellement ministre de la Communication. Tout à fait. Alors, en 2012, je pense, et en 2018, pardon, je pense que cette assertion, justement, a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, etc. Il
parlait à l'époque donc de 2,3 millions d'emplois créés en 2011 et 2015. Et je trouve éventuellement que Africa Check, à l'époque, avait essayé de vérifier les faits. Alors, pourquoi est-ce que ce chiffre a fait couler beaucoup d'encre? Tout simplement parce que réellement, donc, on est en Côte d'Ivoire, on sait plus ou moins comment est-ce que donc, on définit un emploi. Il faut faire la différence entre emploi salarié et emploi tout simple. Un emploi, c'est par exemple quelqu'un donc, qui va faire un travail pour un certain moment, mais c'est un emploi. Et un emploi salarié, quelquefois, donc vous travaillez à la fin du mois, donc on vous vient un salaire, alors que celui, par exemple, qui est apprenti baka, celui, par exemple, qui est menuisier, qui quelquefois travaille à son propre compte, même si quelquefois, on va dire, l'emploi n'est pas forcément donc, ce qu'on désire, mais toujours est-il que ça reste une occupation, un emploi. Donc c'était ça. Et en réalité, c'est que le ministre était allé plutôt sur les chiffres de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, qui a une autre définition carrément donc, du travail, de l'emploi et du taux de chômage, éventuellement. Alors que, en réalité, quand on a essayé justement donc de faire des recherches, on s'est rendu compte en réalité que ce chiffre n'était pas faux forcément ou alors n'était pas inexact. C'était juste que le chiffre qui avait été avancé était un peu, on va dire, au-dessus de ce qui réellement était, parce qu'on était à peu près à 2 millions d'emplois et non 2,3 millions. Et oui, le chômage ou du moins l'emploi qui revient encore avec cette assertion. Côte d'Ivoire, le taux de chômage est-il compris entre 70 et 90% selon la BAD? Un rapport de l'OIT indiquait 2,6% de chômage en Côte d'Ivoire. Dites-nous tout finalement. À l'époque, évidemment, c'est que la BAD, la Banque africaine de développement, avait un rapport qui avait été publié et qui avait été repris justement par le journal Notre Voix. Ça veut dire qu'une institution qui donne des informations et des données, un rapport avec des données, donc avait été repris donc par, on va dire, le journal Notre Voix. Et on s'est rendu compte en réalité que ce chiffre de 70 à 90% donc de taux de chômage donc en Côte d'Ivoire n'était pas vraiment, on va dire, justifié dans la mesure où, quand on s'appuie justement donc, sur ce rapport avec les définitions donc, du taux de chômage, évidemment, donc, on peut se retrouver quelquefois à des chiffres qui sont, on va dire, énumérés par la BAD. Par contre, si évidemment, donc, à un certain moment, on s'appuie encore sur les chiffres de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, où la définition est tout à fait claire, qui dit que, on va dire, est considéré comme chômeur celui qui, pendant une semaine, donc, n'a pas eu réellement donc, à exercer une activité. Donc vous voyez, en Côte d'Ivoire, on sait tous que quelquefois, il y a la débrouille, il y a le secteur informel qui absorbe donc beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes donc, qui travaillent. Et du coup, à la réalité, c'est qu'on s'est retrouvé plutôt à 2,6% donc, du taux de chômage et non justement donc, à entre 70 et 90%. Donc, ces chiffres réellement, d'un point de vue de la Banque africaine de développement BAD, peuvent être justifiés selon son rapport. Mais réellement, quand on prend une définition donc de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, on se retrouve à 2,6%. Et donc, on va dire qu'il faut relativiser en fonction des définitions. On passe au crible maintenant, la déclaration de Mme Sibeth Ndiaye, qui est porte-parole du gouvernement français, qui disait « Non, le malus, si l'on part à la retraite avant l'âge d'équilibre, ne s'arrêtera pas lorsque celui-ci sera atteint ». La question justement de pouvoir fact-checker le discours politique, je veux dire des hommes politiques ou la déclaration publique, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire qu'on l'a vu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais également donc en France. Ça veut dire qu'un politicien ou alors un homme politique d'envergure a la possibilité ou alors est susceptible de, quelquefois donc, de se tromper sur un certain nombre de choses, surtout quand il s'agit du discours politique. Et c'est le cas justement de la ministre sur la question on va dire de la réforme des retraites. Elle indique, en fait, c'était lors d'une interview sur France Inter, où elle indique que le malus, justement, en fait, si vous voulez, pour expliquer plus simplement, c'est que le malus, quand vous allez à la retraite, bien avant donc l'âge d'équilibre qui est 64 ans aujourd'hui, donc vous payez, en fait, je pense à peu près 5%, qui est ce qu'on appelle le malus, puisque vous quittez le système, en réalité, vous quittez le système bien avant. Et on lui a demandé, est-ce que réellement quelqu'un qui part à la retraite, donc à 62 ans, donc doit payer le malus? Donc doit payer le malus jusqu'à 64 ans. Elle avait indiqué non. Et alors, ça a été fact-checké. On s'est rendu compte en réalité qu'elle n'avait pas donné la bonne réponse. Et du coup, elle-même s'est rattrapée après sur son compte Twitter pour mieux expliquer. Okay. Voilà. Ça veut dire éventuellement... Vive le digital. Hein. Vive le digital. Ça veut dire surtout le fast-checking qui permet aux hommes politiques de revenir sur le décision. De revenir. Et c'est pas évident pour un homme politique de se redire comme ça. C'est pas évident. Tout à fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la relation entre citoyens et politiques, entre citoyens, on va dire... administrés. Il est important donc de faire preuve quelquefois de transparence, mais de reconnaître quelquefois qu'on s'est trompé et qu'on peut revenir quelquefois. Et ça ne gêne vraiment pas, surtout dans le discours politique et dans la façon en réalité donc de gérer surtout des citoyens, des gens qui quelquefois, vous avez des experts, vous avez des gens qui sont pointus quelquefois dans leur domaine et quand quelquefois vous êtes politicien, vous n'êtes pas forcément spécialiste dans un domaine bien précis. Et on peut vous reprendre et tout à fait, il faut reconnaître, et c'est je pense une preuve de transparence, d'humilité. Ok, tout à fait, parce que nul n'est censé détenir de la totalité de la science infuse. Exactement. Alors, ne touchez
surtout pas au franc CFA, sinon vous serez frappés par le terrorisme. Ce n'est pas moi qui le dis, mesdames et messieurs. Cette phrase serait attribuée à l'ancien ministre français de l'économie et des finances, Michel Sapin, et qui circule sur les réseaux sociaux depuis 2016. Dites-nous tout à fait. Alors, le franc CFA, tout le monde sait d'ailleurs que c'est, on va dire, il y a beaucoup de remous face au franc CFA, face à ce que ça représente évidemment. Et ça veut dire que dans le discours politique également, on a la possibilité quelquefois de faire dire à un politicien ce qu'il n'a jamais dit. Et c'est le cas justement de Michel Sapin, qui est réellement, donc on lui attribue le fait que... Non, d'actualité. D'actualité, tout à fait. Et on lui attribue justement donc des propos qui ne sont pas de lui. Ça veut dire que dans le discours politique également, donc on a la possibilité en fait de manipuler quelquefois sur un certain nombre de déclarations. Alors, on passe à un autre homme politique, celui-là du côté de Londres. C'est M. Boris Johnson qui prédit un baby-boom post-Brexit. Faux exemple à l'appui. Encore une fois, je pense qu'on a quitté donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la France, mais également, on va dire, la Grande-Bretagne. C'est que le discours politique, quelquefois, des hommes politiques qui sont des acteurs politiques de premier rang, quelquefois peut être erroné. Et c'est le cas justement de Boris Johnson qui affirme que, on va dire, la période post-Brexit prédit un baby boom en réalité. Et il compare justement cette période à, on va dire, après JO justement qui étaient en 2013. Mais en réalité, c'est qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est qu'après les JO de 2013, il n'y a pas eu en réalité de baby boom, bien au contraire. Alors cela dit, sinon on va revenir avec vous maintenant sur des déclarations qui sont attribuées de plus souvent à tort aux hommes politiques, notamment à l'ex-président du Zimbabwe, Mugabe. Alors, tout à fait. C'est que sur les réseaux sociaux, pendant plusieurs années, on a vu quelquefois soit des proverbes, soit on va dire des punchlines, comme on dit quelquefois, qui étaient attribués donc à l'ex-président Robert Mugabe. En réalité, quand on fait des recherches, quand on fact-check, c'est qu'à aucun moment donc, il a dit, est-ce que c'est en privé, est-ce que c'est en public, mais à aucun moment donc, il a dit. Alors, est-ce qu'on peut fast-checker une opinion d'un homme politique ? Alors, par exemple, un homme politique qui dit, je cite, « Je suis le meilleur homme politique de toutes ces 30 dernières années, j'ai fait plus que tel, en 200 ans, 300 ans. » Est-ce qu'on peut fast-checker ça? Il y a donc des opinions qui engagent que celui qui l'a dit, c'est-à-dire que, par exemple, quand on dit opinion, si je dis, par exemple, Marcelin... Non, prenez quelqu'un d'autre, pas de pitié. Non, les réseaux sociaux. Plus simple pour qu'on puisse comprendre. Je ne veux pas souffrir sur les réseaux sociaux, pitié. Marcelin est, par exemple, l'animateur le plus, on va dire, glamour, le plus fashion. Cela, ça relève en fait de mon opinion. Par contre, si on dit Marcelin est le plus jeune animateur, c'est un fait, c'est un chiffre. Réellement, quand on dit les plus jeunes, c'est par rapport à qui ou par rapport à quoi? Dans une logique, on aurait pu voir, d'accord, l'animateur, donc les animateurs ivoiriens, on aurait pu prendre l'âge et puis peut-être faire une moyenne. Ça, c'est une première possibilité. Voilà. Et ensuite, on a la possibilité également donc, de regarder dans tous les animateurs qui sont des hommes, etc., voir quels sont donc les plus jeunes en fonction, bien sûr... Mais ça, c'est les données, mais revenons à l'opinion de l'homme politique. Est-ce que ça, c'est surtout en Afrique? Parce qu'il y a Manuel Valls qui disait un jour à Nicolas Sarkozy, dans un débat, quelque chose que je ne peux pas dire ici, qui a dit que vous, dans les débats, vous mentez beaucoup. Je dis, comment on fast-check les opinions des uns et des autres? Un de gauche, un de droite. Tout à fait. Comme je dis, les opinions, on ne peut pas vraiment les fact-checker. C'est-à-dire que ça relève réellement donc, de celui qui dit. Par contre, les faits, et comme on dit en journalisme, ce ne sont que les faits. Sont sacrés. Les faits sont sacrés. J'ai la possibilité, par exemple, de vérifier si on est à un taux de chômage de 2,6% ou alors si on est à 70%. On a la possibilité de voir, par exemple, si le taux de chômage a baissé ou pas. On a la possibilité, par exemple, peut-être de voir si peut-être la RTI est, par exemple, on va dire, le média de service public le plus riche ou alors qui a le plus d'employés, par exemple, en Afrique. Ça, on a la possibilité de fact-checker parce que c'est des chiffres. C'est des données. C'est des données qu'on peut aller chercher et on peut appeler des officiels, etc., vraiment vérifier comme on dit. Mais par contre, sur les opinions, si on dit, par exemple, la RTI, c'est, on va dire, la chaîne publique la plus aimée, bien sûr, quelquefois, on peut avoir la possibilité donc de fact-checker parce qu'on peut faire des études d'audience, etc. et tout ça qui peut vous donner. Par contre, vous avez des choses qu'on ne peut pas réellement fact-checker parce que ça n'engage que celui qui va le dire. Merci d'être sur Matin Bonheur, le classico de la thématique maintenant avec notre spécialiste de la famille. Eunice Tellereau nous fait l'honneur de sa présence pour nous parler du genre de cadeau à offrir à vos enfants. Comment le choisir? Quel est l'environnement qui gravite autour de ce choix? C'est juste après ceci. Eh oui, et de retour, on va y aller avec une question phare qui est la suivante. Papa, maman, est-ce que le Père Noël existe? Coach, comment on répond à cette question? Ce qu'il faut savoir, c'est que
Le Père Noël, il existe dans l'imagination des enfants. Et entre 4 ans, 6 ans, un enfant ne fait pas bien la différence entre son imagination et la réalité. Donc si un enfant de 4 ans croit au Père Noël, que vous venez lui dire qu'il n'existe pas, vous aurez même peut-être du mal à le convaincre. En général, la question survient vers l'âge de 7 ans. De 7 ans, on entend les grands se poser lever le débat et on se demande s'il existe, s'il n'existait pas. Moi, je me souviens à l'époque que ça m'avait vraiment troublée. Ça m'avait troublée et j'étais inquiète, mais il n'existe pas. Et puis, on m'avait raconté qu'il existait et qu'un jour, en descendant du ciel avec ses cadeaux, il s'était fait trancher la gorge par les hélices d'un hélicoptère. J'ai été déconcertée et triste. Ouh là là, mais comment est-ce que les enfants du monde entier vont recevoir leurs cadeaux cette année? Mais ce qui m'a réconfortée, c'est que les parents étaient là pour prendre le relais. Mais pour revenir à la question, si votre enfant vous pose la question, il vaut mieux opter pour la vérité parce qu'un mensonge, même quand il est joli, il reste un joli mensonge et c'est un mensonge. Et tout mensonge fragilise la confiance. Donc si votre enfant vous demande, papa, maman, est-ce que le Père Noël existe? Vous pouvez lui renvoyer la question. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'il existe? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'existe pas? Et puis clarifier, expliquer que Noël, à la base, ce n'est pas la fête du Père Noël et que le Père Noël, c'est un personnage occidental qui a été inventé, un personnage qui distribue des cadeaux la veille de Noël. Et cet amour, ce partage, cette générosité sont à encourager. Mais en réalité, ce sont les parents qui achètent les cadeaux. Quand vous allez le dire, peut-être que votre enfant va se sentir un peu déçu, parce que ça vient mettre fin à un beau mythe. Et par contre, l'enfant se sentira comme un petit grand. Il fait partie du cercle des initiés qui savent que le Père Noël n'existe pas. Papa, maman, à Noël, comme cadeau, je veux un jeu vidéo. Un vélo, des rouleurs, une balle de basket, une voiture radiocommandée, un piano, un baby-foot, un stade de foot. Que faire lorsqu'un enfant veut tout avoir comme cadeau de Noël? Dites-nous tout, très cher coach. Nous sommes presque tous confrontés à cela. Des listes interminables au Père Noël. En fait, ce qui se passe, c'est que nos enfants, quand ils regardent la télé, ils sont sur Internet, et puis quand ils discutent avec leurs amis, ils sont bombardés de publicités. Publicités toutes plus alléchantes les unes que les autres. Et les jouets sont tous plus innovants les uns que les autres. Et donc, ça leur donne envie de tout avoir. Mais derrière cette envie de tout avoir, il y a quelque chose d'un peu vicieux, qui est que ça peut générer une insatisfaction chronique. J'ai eu mon avion, mais je n'ai pas eu mon vélo, donc je ne suis pas satisfait de mon cadeau. J'ai eu mon avion et mon vélo, mais je n'ai pas eu ma balançoire. Il faut recentrer nos enfants sur l'essentiel. Si votre enfant vous fait une longue liste, ou vous cite plein de cadeaux, ce que vous pouvez faire, c'est lui demander d'écrire sa lettre au Père Noël, qu'il existe ou pas. Quand on parle de lettre au Père Noël, même quand les enfants savent que le Père Noël n'existe pas, c'est une manière d'embellir tout ce qui se passe. Vous demandez à l'enfant d'écrire sa longue liste au Père Noël. C'est un bel exercice d'ailleurs d'expression écrite. Si l'enfant écrit voiture avec 2 T ou 2 R, dites-lui que le Père Noël ne connaît pas ce genre de voiture. Avec 2 T. Il est un vérificateur. Exact. Et une fois que c'est fait, demandez à l'enfant de trier, de prioriser sa liste. S'il n'y avait qu'un seul cadeau ou 2 cadeaux seulement à choisir, que choisirais-tu? Ce qui est bien aussi, ce que vous pouvez faire pour apprendre le contentement, il faut que votre enfant ait cette valeur-là, qu'il apprenne à être heureux avec ce qu'il a. Un peu avant Noël, vous pouvez sortir les jouets qu'il a déjà, faire un petit rangement, mettre au rebut tout ce qui est abîmé, et puis les jouets qui sont plus intéressants pour lui, il peut les donner à des enfants moins âgés ou bien à des enfants plus démunis. Et pendant que vous faites le décompte, encouragez vos enfants à apprécier ce qu'ils ont déjà, c'est important. Donc vous demandez à l'enfant de prioriser, et puis en fonction de votre budget, votre poche, en fonction des jouets que l'enfant a déjà, ben ça va vous donner une idée du cadeau que l'enfant veut. Soyez clair avec votre enfant. Dites-lui, c'est pas sûr, tu n'auras pas toute ta liste, mais je suis sûre que ton cadeau va te plaire. Il faut que tu sois heureux, tu sois content du cadeau que tu auras. Et le plus important, ce que j'aimerais quand même rajouter, c'est que un jouet, ça reste un jouet, d'accord? Il peut procurer du plaisir, mais rien ne vaut le plaisir de jouer avec ses parents. Donc si vous êtes présent aux côtés de votre enfant, en train de jouer avec ce cadeau qui a été acheté, votre enfant, il y a de fortes chances qu'il soit heureux. Alors, on a essayé avec vous qui nous suivez, vous dans la rue, à vous poser la question de savoir quel serait le cadeau idéal à offrir à vos enfants. Ben voilà la réponse. Cette année, il y a mon fils qui m'a demandé un vélo avec un bon sourire,
Donc, le vélo, quelle donnée? J'aime offrir des scribbles à mes enfants, puisque j'ai 5 enfants. Les filles, je les offre des machines à coudre, pour qu'elles puissent apprendre beaucoup de choses. Voilà, pas les pistolets comme on a pour coutume d'offrir aux petits garçons, là c'est plus le cas. Alors, on donne plutôt des ordinateurs pour enfants, bien sûr. J'aimerais qu'on m'offre un billet d'avion pour aller quand même voir de l'autre côté. Dans les années précédentes, j'ai reçu un téléphone portable, des ensembles pour cuisiner. La plus petite, c'est une tablette. Elle a 10 ans. Et puis des livres éducatifs, bien sûr, pour lui permettre de ne pas s'oublier pendant les congés de Noël. Et pour les garçons, c'est des jeux, des PS4 et des livres aussi instructifs toujours. Des tablettes à mes enfants. Des tablettes éducatives qui leur permettent d'apprendre des exercices, des dessins, des calculs et autres. J'offre des cadeaux éducatifs à mes enfants pour la fête de Noël. Pour la fête de fin d'année, pour Noël, je peux acheter un joli vélo pour mon fils. Voilà. Son petit frère, il va avoir un petit train. La ferveur a commencé déjà par rapport aux cadeaux, aux fameux cadeaux de Noël. Quel genre de cadeaux? Nous avons le bonheur d'avoir sur ce plateau Eunice Tellereau qui est très intéressante, avec qui nous discutons. Et voici un cas concret, ma très chère. Comme tous les cas qu'on évoque aujourd'hui, à Noël, plusieurs enfants se retrouvent submergés de cadeaux. Oui, ils ont tous des cadeaux, ceux de leurs parents, des oncles, des tantis. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient en fait de recevoir trop de cadeaux? Ben si, il y a des inconvénients. Environ 80% des jouets des enfants proviennent de 2 occasions. Noël et puis l'anniversaire. Oui. Et à ces moments-là, à ces périodes, l'enfant se retrouve submergé de cadeaux. J'ai une connaissance qui est issue d'une famille de 7 ou 9 frères et qui a eu son premier enfant. Donc, à l'anniversaire de son fils, un jour, tous les oncles, toutes les tantes sont venues avec le cadeau. Le petit qui avait 2 ans s'est retrouvé submergé avec 15 cadeaux. Il était complètement surstimulé, perdu dans ce lot de cadeaux-là. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est que les jouets, les cadeaux qu'on offre à nos enfants soient étalés sur l'année. D'accord. Et il ne faudrait pas qu'on attende uniquement ces 2 occasions-là pour le faire. Maintenant, quand nos enfants reçoivent trop de cadeaux, l'idéal serait d'en ouvrir quelques-uns. Si l'enfant a reçu 10 cadeaux, prenons un cas extrême, ce qui arrive des fois, vous ouvrez 1 ou 2 cadeaux, vous anticipez. C'est plus simple de prévenir que guérir. Il faut expliquer à l'enfant, il y aura peut-être beaucoup de cadeaux, mais on ne va pas tous les ouvrir. On va en ouvrir quelques-uns et puis on va les ouvrir. Est-ce qu'on dit à l'enfant, Eunice, est-ce qu'on vient avec les 15 cadeaux devant l'enfant? Ah, si, comme les Ivoiriens disent, on met l'âme dedans, c'est-à-dire on met la moitié et puis l'autre moitié on la garde, on ne lui dit pas tout. En fait, chacun connaît son enfant. Il y a des enfants à qui vous pouvez présenter les cadeaux et puis subtilement leur demander de savoir patienter. C'est un peu l'exercice aussi de patience. Mais il y en a d'autres qui vont mettre une pression c'est fini. Tellement terrible que vous serez obligé de déballer tous les cadeaux. Parce que quand vous déballez tous les cadeaux, l'enfant est surstimulé et il ne profite pas bien de chaque cadeau. Il passe d'un jouet à l'autre et finalement, il s'attache à 1 ou 2 cadeaux et puis il néglige tous les autres. C'est bien dommage. Donc vous gardez. Et puis vous ouvrez 2 mois après, 2 mois plus tard, et ça fera à l'enfant des jouets tout au long de l'année. Il profitera bien de ces cadeaux. C'est à quelle occasion aussi? Parce qu'il ne faut pas venir comme ça ce matin. Ouais, mon fils, il me plaît, il est trop beau, tiens un cadeau. Comment le faire? Pourquoi pas? Ah oui? Oui, c'est bien. En fait, des fois, on utilise les cadeaux pour faire du chantage aux enfants. Et puis, cette histoire de Père Noël arrange certains parents. Si tu es sage, tu auras un cadeau. C'est pas moi, c'est le Père Noël. Il ne faut pas dire que papa ou maman est méchant. Voilà, tu n'auras pas de cadeau. J'en profite de faire une petite parenthèse. Même si votre enfant s'est mal comporté, ne pas lui offrir un cadeau à Noël, franchement, c'est un peu dur. Justement, quand vous offrez des cadeaux à vos enfants à Noël ou en d'autres circonstances, indépendamment du fait que ce soit bien ou mal comporté, vous leur donnez un bel exemple d'amour inconditionnel. Vous devez aimer votre enfant de manière inconditionnelle. Quand il se comporte bien, quand il se comporte mal, quand il travaille bien à l'école, quand il travaille mal à l'école. Ça ne veut pas dire que vous allez lui passer tous ses caprices, etc. Non, vous devez aimer de manière inconditionnelle. Donc les cadeaux, oui, on peut rentrer du travail. Ah, j'ai une surprise pour toi. Voilà, on va déballer tel cadeau. L'enfant sera heureux. Ah oui, vous jouez avec l'enfant. Mais c'est quoi les caractéristiques d'un bon cadeau? À quel moment on dit ça, c'est un bon cadeau? On se base sur quoi? Physiquement, sociologiquement, psychologiquement? Parce que c'est tout cet ensemble-là qui conditionne nos enfants. Oui, les bons cadeaux ont des caractéristiques communes. Tout d'abord,
ils ne représentent pas de danger pour l'enfant. Donc il faut éviter les jouets qui ont des bouts pointus, tranchants, ou bien des objets qui, en se décomposant, peuvent avoir de petites pièces pointues ou tranchantes. Si vous avez un bébé, il faut éviter les jouets qui comportent de petits objets. Si vous avez un bébé et des enfants plus grands, même dans les cadeaux des enfants plus grands, il faut éviter ce genre de jouets. Par exemple, les chaussures de Barbie. Vous savez, un enfant, quand il a 6 mois, qu'il commence à faire 4 pattes, il est en phase d'exploration. Voilà. Et donc, il porte tout à la bouche. Il ne faut pas que le cadeau devienne un danger pour l'enfant. Ensuite, les bons jouets sont amusants. Amusants dans le sens où ils doivent susciter l'intérêt de l'enfant pendant longtemps. Il faut éviter les jouets qui ont un bouton marche arrière. On n'a plus le bouton marche. L'enfant est là, il regarde. Et le jouet fait son numéro. Fonctionne seul. Moi, je me souviens, mon fils avait eu, lors d'un arbre de Noël, un petit chien là. Ah oui, qui fait les acrobaties. Non, mais les acrobaties, c'est encore mieux. Le chien, il faisait que ça. Et puis, il chantait la même chanson en boucle avec un volume. On n'arrivait pas à tenir de conversation au salon quand le jouet était en marche. Et quand on essayait de l'éteindre, l'enfant pleurait. Donc, heureusement, le chat a perdu 1 patte, 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes. Alors, dites-moi les filles, dites-moi, j'ai une question à vous poser. Ça, je ne sais pas si c'est moi que c'est arrivé. Est-ce que vous aviez aussi, quand vous étiez petite, cette envie de démonter le cadeau pour voir ce qu'il y a dedans? Non, ça, je crois que c'est caractéristique des garçons. Mais ça révèle en fait une forme d'intelligence. Oui. Des fois, parce qu'il y a 8 formes d'intelligence. Oui. L'intelligence logico-mathématique, verbo-linguistique que vous avez forcément parce que vous êtes journaliste. Et puis, il y a l'intelligence kinesthésique. On a envie de démonter, de toucher. Voilà. C'est une forme aussi d'intelligence. Et ça révèle cela chez vous. Donc, pas forcément tout le monde, mais il y a des personnes en particulier intervention chirurgien. Donc, pour revenir sur les bons cadeaux, je disais que le cadeau doit être, il ne doit pas représenter un danger pour l'enfant, il doit être amusant, susciter son intérêt pendant longtemps. Il doit aussi apprendre à l'enfant. 90% du jouet, c'est un psychologue, Dr. Dodson, qui me disait, du jeu doit venir de l'enfant et 10% du jouet. Vous voyez, par exemple, les jeux de construction avec les Lego. L'enfant, il peut s'inventer plein de formes, etc. Et ça laisse libre cours à sa créativité. Le jouet ne doit pas être aussi effrayant pour l'enfant. Quelle idée d'offrir des vampires, des poupées, des monstres, donner des cauchemars aux enfants. Voilà un peu les caractéristiques d'un bon jouet. Et puis, il doit être solide. Il ne faut pas que le jour de la fête, paf, la voiture se casse, l'enfant pleure. Ah, toi, tu n'as pas dit que tu étais tu gâtes tout ce qu'on te donne. En fait, c'est le jouet qui a un problème. Papa, maman, c'est pas l'enfant. Et c'est vous qui avez fait le choix en plus. Alors, docteur, quand on regarde tous les jouets qui se vendent à Noël, on peut avoir l'embarras du choix. Ça foisonne. Comment donc faire le cadeau pour ces enfants? Là, on a ouvert la brèche. Là. Oui, effectivement, donc il y a plusieurs types de jouets. Déjà, on a présenté quelques critères. Vous demandez à votre enfant de faire sa liste au Père Noël. Vous regardez aussi en fonction de votre budget. Vous avez fait l'inventaire des jouets de vos enfants, ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Et maintenant, vous avez le choix. Il y a différentes sortes de jouets. Il y a par exemple les jeux éducatifs. Si vous souhaitez avoir de petits intellos, vous pouvez leur acheter des jeux éducatifs, apprendre l'alphabet, les couleurs, faire des expériences scientifiques, découvrir les animaux de la ferme, etc., etc. Par contre, si vous optez pour des jeux éducatifs, attention, assurez-vous qu'ils soient adaptés à l'âge de votre enfant. Si vous prenez un jouet qui enseigne les divisions euclidiennes à un enfant qui a 3 ans, il risque de se croire nul. D'accord ? Donc, il y a ce type de jeu. Il y a les jeux créatifs. Si vous souhaitez booster l'imagination, la créativité et la fibre artistique de votre enfant, les jeux créatifs sont les bienvenus. Fabriquer des bracelets à base d'élastique sur les cheveux des petites filles. Là, on peut faire de jolis bracelets. Moi, j'en ai déjà fait. Des coffrets de make-up. Ouais, et puis, il y a par exemple les jeux de perles, tout cela. C'est pas cher. C'est pas trop cher. Justement, parlons de cherté, parlons de prix. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a des parents, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux dans les pays, notamment en Afrique, qui n'ont pas de moyens. La pauvreté est très avancée. Quand on n'a pas de moyens d'offrir un cadeau, quand c'est clair que c'est dur, c'est chaud, comme on dit à Abidjan, comment on fait? Comment on fait? Il faut être créatif, imaginatif. Vous savez, un jouet pour un enfant ne se vend pas même forcément dans un supermarché. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'ai fait l'internat chez les sœurs. On n'avait pas de jouets. Comment est-ce qu'on jouait? On prenait des élastiques, les élastiques qui se vendent dans les merceries.
qu'on mettait autour des les genoux. arbres en sapin. Sapin exemple. africain. Oui, on met autour des genoux et puis il y a une fille qui se met au milieu, qui saute, on compte. C'est tout. On était heureux. Ben oui. On jouait, je ne sais pas si vous avez connu ce jeu, la chaussure. Oui. On met les chaussures en désordre et puis puis, quelqu'un voilà. doit essayer de les ordonner. ranger, oui. Voilà, les ranger et on se lance une balle. Et la On fameuse n'avait même pas poupée en herbe. Il y a la On poupée tirait, en herbe. on tirait On la était racine, heureux on avec peignait peu. les cheveux, on mettait un bois là, on attachait et ça faisait les bras avec les pieds. Des millions de Et jeux, on on était heureux tirait les avec peu. tissus des mamans pour faire les tenues des poupées. C'était des poupées en herbe. Exactement. Ouais, oui. Et on était heureux. Est-ce qu'on Avec- était malheureux? avec peu. Avec peu. Pour Ça jouer à la reste des marelle, souvenirs, on hein, a besoin comme de ça, quoi ouais. pour jouer à la marelle? Un Mais est-ce que caillou. les enfants de maintenant comprennent ça, là? La joie que nous La avions, philosophie de ne nous, pas quand on avoir, était heureux avec peu à l'époque, quand on se contentait de ça, il y avait quand même aussi une situation générale, globale dans le pays, tout ça, je veux dire, on était heureux avec peu. Est-ce que nos enfants de maintenant comprennent ça? Sinon, s'ils ne comprennent pas, comment on fait pour... Ben, comme je disais, on est dans une société de consommation et les enfants sont bombardés de pubs, tout Justement. cela. Donc, un enfant qui va à l'école, ses amis lui demandent qu'est-ce que tu as eu comme cadeau de Noël? Et puis qui dit j'ai eu un élastique. Bon, il peut se sentir un peu frustré. Mais moi, là où j'aimerais attirer l'attention des parents, c'est en faisant cette comparaison. Imaginez un enfant qui grandit dans une famille huppée, aisée. Ses parents peuvent lui acheter tous les types de cadeaux, de jouets qu'il désire. Mais ses parents ne sont jamais là pour jouer avec lui. Et puis un autre enfant qui a des parents qui n'ont pas de grands moyens, mais qui utilisent avec ses parents les rouleaux même de papier hygiénique, les boîtes d'allumettes, même les cartons, le carton Pour du faire des supermarché, voitures, oui. faire des voitures pour s'inventer des maisons. Franchement, celui qui joue avec ses parents aura de très très beaux souvenirs d'enfance par Absolument. rapport à celui qui a tout et qui n'a pas ses parents. Donc il faut qu'on ramène nos enfants à l'essentiel. Il faut qu'on sache aussi en tant que parent qu'un jouet qui fait plaisir et qui est amusant n'est pas forcément quelque chose qui coûte cher et qui se trouve au supermarché. Tout le long de l'année, quand je dis offrir des cadeaux, des jouets à ses enfants, on n'est pas forcément obligé d'aller acheter. Avec ce qu'on a, on peut s'inventer des choses et offrir de beaux cadeaux. J'oubliais aussi, les livres sont d'excellents cadeaux. Les livres, ça ne coûte pas cher. Il y a des livres à 1000 francs, 1500 francs, 2000. En plus, quand vous lisez avec vos enfants, vous développez leur intelligence, vous les aidez à s'améliorer, vous permettez de développer leur intelligence verbo-linguistique. Et c'est un temps de qualité avec papa, avec maman. On peut opter pour un livre. C'est aussi un beau cadeau. Et surtout, en cette période de fin d'année, pourquoi pas faire appel à la fibre de solidarité quand on a des anciens cadeaux? Peut-être on devrait initier une banque de cadeaux, pas les cadeaux gâtés, ceux qui ne sont pas utilisés, pour offrir à ceux qui n'en ont pas forcément. Oui, en le faisant, on éveille nos enfants aux difficultés des autres. À la solidarité. Et puis à la solidarité. Ils sont heureux d'apporter, de partager. Dans les cadeaux, dans les habits, tout ça. Et puis Oui, c'est bien belle que ce sont valeur. les enfants eux-mêmes qui donnent. Qui offrent. Parce que généralement, les parents prennent pour aller donner. C'est très joli, c'est très beau de voir son enfant aller faire le Transmettre. tri soi-même. Et surtout choisir, quand on les regarde en caméra cachée, comme on dit, on sent que l'enfant est en train de choisir ce qu'il aime aussi. Exactement. Et ça fait plaisir, quoi. Ça, c'est bon. C'est beau. Il y a plus de bonheur à donner. À donner Qu'à qu'à recevoir. recevoir. Exactement. Eunice, parfois, on a des cadeaux qui sont à la mode. Tous les enfants du quartier, tous les enfants du quartier ont le même cadeau ou bien vont avoir le même cadeau, ils sentent ça. Comment on fait pour éviter ce dictat-là? En fait, il Une faut année, avoir c'était des- les tablettes. Oui. Après, c'était les jeux vidéo. Overboard. les jeux vidéo, les overboard. Cette année, c'est quoi? En fait, il faut avoir des valeurs familiales qui sont fortes, d'accord? Et les communiquer à vos enfants. Il ne faut pas que vos enfants se conforment à tout ce qui se fait, parce que si vous leur donnez cette culture de se conformer à ce que tous leurs amis font, ils vont les suivre aussi Voilà. dans Le suivisme. des chemins que vous n'apprécierez pas forcément. Tout à fait. Soyez clairs. Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir offrir cela à votre enfant, il faut communiquer avec son enfant et dire clairement, cette année, tu ne pourras pas avoir ce cadeau. Par contre, il faut regarder déjà, est-ce que le cadeau est en accord avec vos valeurs familiales? Tout à fait. Si oui, Ça, c'est vous vrai. pouvez différer, peut-être pas maintenant, mais dans 1 an, dans 2 ans, un vélo qui coûte par exemple 100 000 francs, vous pouvez ne pas avoir les moyens de l'acheter, mais en économisant 5 000 francs tous les mois, au bout de 2 ans, vous pouvez acheter un vélo aussi à votre enfant. Donc, Voilà ce que je voulais dire. faut organiser. Il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. Le meilleur cadeau, le meilleur jouet des enfants, c'est non pas le vélo, la tablette, etc. Mais c'est qui? C'est vous, chers parents. Alors jouez avec vos enfants. Merci de nous avoir suivis. À jeudi, on parlera de santé. Il faut être en santé pour célébrer. Donc, à demain.